Une maladie mystérieuse en République démocratique du Congo. Bon, cette maladie, apparemment, ce qu'on sait, on pourrait aussi implémenter à travers cela, d'après ce qu'on a dit, le Digital ID. Okay? On est en train de parler d'une histoire qu'on appelle Digital ID. Digital ID, ça veut simplement dire l'identité digitale. La carte digitale a été mentionnée par William Ruto. Okay? William Ruto, le président du Kenya. Il a dit qu'il voulait implémenter cette carte au Kenya. And I've also asked the Ministry of ICT to also work on a digital identity. Donc vous pensez que tout ce que les Africains possèdent aujourd'hui sont légués par les Blancs? La plupart des choses. La plupart. Non, mais vous parlez d'une généralité. Tous les Africains, donc les Africains seraient dans la bourse s'il n'y avait pas des Blancs, c'est ça? Les Africains seraient dans la bourse s'il n'y avait pas des Blancs? Les colonialistes ont fait quelque chose. Intéressant. Eh bien écoutez, au Mali, Burkina Faso et au Niger, on a dit qu'ils bénéficieront d'une période de grâce de 6 mois après leur sortie prévue du principal groupe économique d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Vous voyez. Une maladie mystérieuse en République démocratique du Congo. Monsieur Robert, vous en avez entendu parler? Maladie mystérieuse, nouveau virus surnommé maladie X, aux symptômes horribles, tels que la bronchite, difficulté de respiration et beaucoup de... C'est incroyable. Ça continue à faire de nouvelles victimes dans un contexte d'inquiétude concernant une nouvelle pandémie. Donc on attend peut-être qu'il y aura une possibilité qu'il y ait une nouvelle pandémie. Les échantillons ont été prélevés, on va avoir des résultats et ça nous permettra de savoir effectivement quelle est la meilleure stratégie à faire. Parce que si on tombe que c'est une grippe, c'est pas la même chose que si on tombe que c'est une autre maladie. Et donc c'est ça qui est important pour nous, c'est le diagnostic. Ce n'est pas que il fallait déjà alerter, protéger les autres provinces. On va les protéger de quoi? On veut d'abord savoir. Vous en avez entendu parler? Ça a déjà réclamé la vie de 31 personnes sur 410 patients qui ont été atteints. Pourquoi c'est toujours la RDC? La RDC, c'est la RDC des rebelles, la RDC des gens qui tombent, la RDC des Ebola, la RDC maladie X, la RDC de l'autre, c'était quoi? La maladie de la peau, Mpox. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Oui, parce que la RDC, c'est un pays béni. On croirait plutôt que c'est un pays maudit, excusez-moi. Il y a beaucoup de maladies fabriquées. Les maladies ne se retrouvent pas dans des lieux bénis, mon frère. Il y a beaucoup de maladies fabriquées, parce que pour moi, cette maladie-là... Pour un pays béni, c'est catastrophique. A fait victime de 30 personnes. C'est pas grande chose. 30 personnes? C'est pas grande chose. Il faut dire ça à leur maman. C'est pas grande chose. Pas grande chose. Okay, 30 personnes, c'est pas grand chose. Il y avait eu le virus d'Ebola. Donc à la maman de la personne qui vient de décéder, tu diras non, ça c'est pas grand chose. Il y avait eu l'Ebola qui était plus dangereux. Moi, je pense que c'est un moyen peut-être de se faire de l'argent. Mais l'Ebola, pourquoi? C'était plus dangereux en quoi? Dans quel sens? Non, l'Ebola, quand tu es atteint d'Ebola, tu es dans l'isolement et qu'on sort. D'accord, mais... Je suivais, il y a un médecin qui disait peut-être on a dépisté les gens, peut-être c'est de la malaria. Mais attendez, quelle malaria? Oui. La malaria a des symptômes de rhume, de coulement nasal. Ça pas. La pathologie peut changer. De malaria, la pathologie de malaria change depuis quand, monsieur? Le monde évolue. Non, mais la malaria existe depuis très longtemps. Le monde évolue dans la malaria aussi. La Covid avait beaucoup de symptômes. La Covid, c'est pas la malaria. Les gens qui avaient la Covid étaient grippés. Monsieur Robert, nous connaissons le paludisme depuis très longtemps. On a à peine découvert la Covid. Nous connaissons tous des symptômes de paludisme. Ok, on a tous été atteints de paludisme. Moi, je pense que j'ai été atteint au moins plus de 40 fois déjà. Ça ne m'inquiète pas. Il n'y a pas de symptômes nasal avec le paludisme. Moi, je pense que 30 personnes, il n'y a rien à spéculer ou bien à avoir peur. Ce n'est que le début. C'est une maladie X qu'on ne connaît pas, on ne sait pas identifier. Il faut envoyer des samples dans les laboratoires pour essayer d'étudier pour finalement comprendre ce que c'est. Il faut pas négliger ça comme ça. Après avoir étudié, ils vont se faire de l'argent. Et puis vous le dites puisque vous n'avez aucun membre de votre famille qui est atteint, justement. C'est facile pour vous de dire. Peu importe. Peu importe, puisque il n'y a aucun membre de votre famille qui est atteint. C'est facile de dire, écoutez, ce n'est que 30 personnes. Bon, qui ne représentent rien, en tout cas, pour une population de 80 millions ou 150 millions, des gens qui ne réfléchissent pas tout à fait dans la même accordance de la révolution lumumbienne. Ce n'est pas grave, 30 personnes. Dites ça à une personne qui a perdu son enfant. Je trouve que c'est quand même très négligent de votre part de le dire. L'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme sur cette histoire, suite à l'apparition d'une mystérieuse maladie en République démocratique du Congo, en octobre. Malgré la propagation, il a fallu plus d'un mois pour que la maladie soit reconnue comme une menace sérieuse. Pourquoi toujours la RDC? Les guerres, les difficultés. Je ne sais pas comment on pouvait justifier ça dans un contexte de bénédiction. Il n'y a aucune bénédiction à avoir ses enfants avoir leur tête coupée. Aucune bénédiction à avoir des gens atteints d'Ebola pendant que
Tout le monde essaie de s'enrichir et d'organiser la Coupe du Monde. On combat toujours l'Ebola, on combat les rebelles. Il y a des groupes armés, il y a quelques membres du gouvernement qui sont accusés de voler ici et là. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qui autrefois était grand, un pays respecté. Les Congolais à l'époque qui étaient zaïrois, appelés zaïrois, ils étaient respectés, n'est-ce pas? Oui. La grande majorité d'Africains voulaient devenir zaïrois. Tout le monde voulait se comparer, si pas se référencer à un zaïrois. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi, je pense que c'est un problème de leadership. C'est pas seulement au Congo. En Afrique, rien ne marche. Les dirigeants africains. Non, mais monsieur, il faut pas généraliser. Le Congo, c'est pas l'Afrique. Sont spécialistes en rhétorique. Quand quelqu'un s'exprime en français, on les traite d'un intelligent, d'un intellectuel. Et c'est fini. Non, vous pensez que... Et au point de vue pratique, les dirigeants africains ne font rien. Non, on ne peut pas seulement parler du Congo et oublier d'autres pays. Mais écoutez, c'est un problème général. Le Congo et les autres pays, c'est pas la même chose. Hein. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Le Congo et le Sénégal n'ont pas les mêmes problèmes, monsieur Robert. Le Congo et l'Ouganda n'ont pas le même problème. Bon, cette maladie, apparemment, ce qu'on sait, on pourrait aussi implémenter à travers cela, d'après ce qu'on a dit, le Digital ID. Okay? On est en train de parler d'une histoire qu'on appelle Digital ID. Digital ID, ça veut simplement dire l'identité digitale. L'identité digitale, c'est une identification numérique fonctionnelle qui pourrait permettre à ce qu'on puisse réunir toutes ces informations, c'est-à-dire l'ouverture d'un compte bancaire pourrait être plus facile parce que vous avez votre identité, vous avez votre carte de santé, vous avez votre carte de crédit. Donc, contrairement à ce qu'on peut faire généralement, quand vous sortez, il vous faut votre carte de crédit pour payer, il vous faut peut-être votre carte d'identité pour montrer à la police, ou entrer dans une librairie, acheter un livre, ou récupérer un livre de location. Il vous faut peut-être votre répertoire de santé pour aller avoir quelque chose à la pharmacie. Le Digital ID réunit toutes ces informations ensemble. Okay? C'est un peu comme ce qui s'est passé à l'époque avec Covid. Il fallait avoir cette identification digitale. Parce qu'ils disent que les papiers, ils en ont plus rien à foutre. Au Canada, par exemple, on a commencé à implémenter le Digital ID. Donc, tout c'est dans une boîte. C'est comme un portefeuille électronique. On peut le faire avec votre œil, on peut le faire avec votre empreinte digitale. On peut vous pouvez acheter un billet d'avion avec votre empreinte digitale. Vous voyez un peu, vous pouvez acheter, payer à manger, commander des choses avec votre empreinte digitale. Et on peut aussi, manifestement, d'après eux, trouver des solutions sur comment manager ces maladies à travers le Digital ID. Les experts disent qu'il y a une pandémie qui arrive. On se pose la question comment ils savent. Peut-être ils vont se référer à ce qui se passe au Congo. Et vous pensez pas peut-être que la RDC est un lieu d'entraînement? On essaie de tester les histoires, les pandémies, vous voir. C'est ça le problème. Pourquoi je t'ai dit il y a des maladies fabriquées par l'homme, comme la Covid. C'est une maladie qu'on a fabriquée. Qui a fabriqué ça? Non, d'après les histoires. Et puis, bon, en fait. Vous savez, la peste, c'est quelque chose qui est très dangereux. Non, la Covid a été fabriquée par qui? Non, dans des laboratoires chinois et américains. Mais les gens ne veulent pas qu'on en parle. Où sont les dossiers? Vous avez les dossiers, vous avez les liens? Il y a des recherches. Par qui? Les gens peuvent faire des recherches online, même sur Google, il faut voir. Vous pouvez nous envoyer des liens, s'il vous plaît, parce que certainement les gens qui suivent, n'est-ce pas, vous voulez le lien, non? Oui. Ok, vous donnez nos liens. La Covid, c'était pour créer la peur. Et quand tu es craintif, et c'est fini, tu ne peux rien faire. Vous voyez? Mais les gens qui négligeaient la Covid, ils sont vivants. Moi, je connais même des gens qui étaient vaccinés. Et faisaient la publicité. Que nous sommes vaccinés. Les gens qui n'étaient pas vaccinés, c'est comme si on les prenait comme des ignorants. Mais ces gens-là regrettent aujourd'hui. Moi, j'ai un frère qui est médecin. Il avait dit, il avait seulement accepté par sexe. On lui avait imposé, s'il n'est pas vacciné, il va perdre son boulot. On va pouvoir l'accepter. Mais il y a des conditions qu'on t'a données, donc tu es obligé d'accepter coûte que coûte. Mais c'était quoi l'objectif de la Covid si elle a été fabriquée? Non. Ceux qui ont créé ça ont fait leur argent et puis c'est fini. C'était pour faire de l'argent. Et puis, heureusement pour nous, parce que il y a d'autres pays européens, par exemple aux Pays-Bas. J'avais vu, on saccageait des stations là, des vaccinations et consorts. Et c'est ce qui nous a aidé, nous Africains. Si d'autres pays, d'autres continents comme l'Europe, l'Amérique, les gens ne sont pas soulevés pour protester, l'Afrique pouvait être affectée. Donc, heureusement pour nous, parce que là où ça a commencé, ils ont protesté. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on n'en parle plus. Et c'est important parce que Pfizer a reconnu que, de manière très subtile, a retiré certains produits de la Covid, certains éléments de vaccination du marché, après avoir reconnu que ça n'avait pas d'effet direct sur la protection de l'humain contre l'infection de Covid. C'est quand même bizarre. On vous vend une histoire pendant très longtemps à un prix très cher. On vous oblige à rester à la maison, sinon pas vous vacciner, sinon vous perdez votre boulot. Et en fin de compte, ils reconnaissent, écoutez, ça ne protège pas. Donc les études viennent de démontrer que ça ne protège pas. Mais en attendant, on a mis beaucoup de pression sur les gens. À l'occurrence, en France, où on disait aux gens, si tu ne te vaccines pas, tu n'iras pas manger, tu ne partiras pas au théâtre, tu ne partiras pas au restaurant public.
on a voulu instaurer la carte de vaccination. Donc, vous pensez quoi? Vous pensez pas que ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours pour aboutir au même objectif? C'est ça. Moi, je peux dire que le monde, c'est le business. Et je pense que, sans vous interrompre, je pense que c'est important de le mentionner. La carte digitale a été mentionnée par William Ruto. Okay? William Ruto, le président du Kenya. Il a dit qu'il voulait implémenter cette carte au Kenya. And I've also asked the Ministry of ICT to also work on a digital identity so that the big Huduma thing that never was, we can finally have as Kenya a digital identity. Non, pourquoi c'est dangereux? Parce que en Chine, il y a un modèle, un modèle de points. C'est-à-dire, il y a un social benefit. On reçoit en Chine, c'est-à-dire, ce que vous faites, si vous parlez positivement du gouvernement, par exemple, on vous donne des points. Votre point social est élevé. Vous dites quelque chose de bien sur le président, on vous donne 2 points. Vous dites quelque chose de négatif sur les États-Unis, on vous donne 2 points. On peut vous traquer à travers les réseaux sociaux, leur version de Facebook, leur version de TikTok et tout le bazar. Donc vos activités, si ça va de pair avec le désir du gouvernement, vos points s'élèvent. Mais si vos activités sont celles de critiquer le gouvernement et leurs œuvres, vos points diminuent. Et maintenant, si vos points diminuent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses que vous pouvez acheter, par exemple. Si vous voulez voyager d'une région à une autre et que vous n'avez pas suffisamment de points, on peut facilement vous repérer avec leur système de 5G, le système de caméra. Ce système de caméra vous détecte et sait, et connaît directement votre nom de famille, votre âge, votre hauteur, votre taille, tout ce qu'il y a comme information nécessaire. Donc, si vous allez à la gare, par exemple, les caméras vous détectent et savent que ça, c'est Monsieur Robert qui a dit des choses négatives et n'a pas assez de points. Ça ne vous permettra pas d'utiliser votre carte pour accéder au train et aller voir votre tante malade dans une autre région, par exemple. Et c'est ça se fait à travers le même système du Digital ID. Et c'est un système que William Ruto est en train de pousser déjà dans le Kenya. Donc, beaucoup de gens acclament Ruto disant que c'est quelqu'un qui veut la paix, il travaille très bien avec les États-Unis. Travailler avec les États-Unis, c'est bien, mais il est manifestement clair que William Ruto va emmener au Kenya des choses qu'ils comprennent pas. Oui, c'est ça. Bizarrement, la plupart des dirigeants africains sont dotés par l'esprit de l'égoïsme. Vous comprenez? C'est pour satisfaire les intérêts égoïstes. Ouais. C'est ça. Et c'est ça la raison pour laquelle l'Afrique n'avance pas. Et donc, l'idée, c'est pour se faire de l'argent et puis les autres choses, ils s'en foutent. C'est le problème. Et pourquoi on blâme ces présidents africains d'égoïsme si la population aussi est égoïste? Parce que généralement, ce ne sont pas tous les Africains qui peuvent se réunir pour construire. Vous voyez des Africains, par exemple, prenons un exemple très simple, soit aux États-Unis ou en Afrique du Sud, des Africains qui viennent ou qui partent en refuge, n'est-ce pas? Il y a certains Africains qui peuvent travailler ensemble en communauté, comme les Éthiopiens, par exemple, mettre de l'argent ensemble. Même les Érythréens, en Ouganda, apparemment, se réunissent pour commencer des business ensemble, n'est-ce pas? Contrairement à d'autres Africains qui sont incapables de le faire. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi, je pense que l'homme noir, surtout l'Africain, n'était pas préparé pour diriger. Vous voyez, aujourd'hui, nous condamnons les colonialistes. Mais si ces gens-là ne pouvaient pas venir, beaucoup de pays africains seraient des villages. Vous voyez? Parce qu'on a blâmé les colonialistes, mais quand même, ils ont fait quelque chose. Mais si ces gens-là ne sont pas venus en Afrique, on serait où? Donc, vous pensez que les Africains seraient en train de souffrir s'il n'y avait pas de colonialistes? On serait dans l'époque du Moyen-Âge avec des îles. Comment c'est possible? Oui, parce que qu'aujourd'hui, avec les ressources dont les Africains possèdent, il n'y a que des routes laissées par les colonialistes. Donc vous pensez que tout ce que les Africains possèdent aujourd'hui sont légués par les Blancs? La plupart des choses. La plupart des choses. Non, mais vous parlez d'une généralité. Tous les Africains, donc les Africains seraient dans la brousse s'il n'y avait pas des Blancs, c'est ça? Les Africains seraient dans la brousse s'il n'y avait pas des Blancs? Les colonialistes ont fait quelque chose. Et pourquoi je peux même corroborer mes idées. Aujourd'hui, la plupart des pays africains, tu verras même les immeubles. Ce sont les immeubles laissés par les colons. Les colonialistes. C'est ça. Donc, les colonialistes sont la raison majeure pour laquelle les Africains aujourd'hui vivent dans des maisons normaux. Oui. Et travaillent. Ouais, ça montre que ça, on pourrait être où? Ah bon? C'est intéressant. Où est-ce que vous savez? Il y a plusieurs pays africains où. Vous savez qu'il y a des pays africains qui n'ont pas été colonisés, monsieur Robert. Il y a l'Éthiopie, par exemple. L'Éthiopie. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. Mais pourquoi les Éthiopiens ne sont pas dans la brousse? Non, l'Éthiopien, pour moi, n'est pas un Africain. Ils ont un autre esprit. Les Éthiopiens, il faut faire attention avec ces gens-là. Élaborer ça. Les Éthiopiens, partout où ils voyagent, ils réussissent dans les business. Je peux te donner un exemple. J'étais en Afrique du Sud. Tu ne verras jamais un Éthiopien faire le travail de gardiennage, sauf dans les business avec l'esprit d'équipe. Même en Ouganda, tu verras 50 Éthiopiens, Érythréens, ils se mettent ensemble pour construire des maisons, pour faire les business ensemble. Donc, ils ont un esprit supérieur. Voilà pourquoi. Et ils ont leur il a des fêtes lorsqu'ils ils ont leur calendrier toujours. Leur calendrier, leur langue, leur écriture toujours en vogue. Et même, ils gardent leur culture. C'est difficile qu'un Éthiopien ou bien un Érythréen puisse se marier à une autre personne. Tout à fait.
C'est ça. Donc, pour moi, les Éthiopiens, c'est une exception. Vous ne les qualifiez pas, vous ne les classifiez pas Ils sont à côté des africains, Africains. mais leur état d'esprit. Mais aussi, il est évident que les Éthiopiens eux-mêmes ne se considèrent pas tout à fait africains. Pas, en tout cas, pas à la hauteur de vous et des autres personnes. N'est-ce pas? Parce que généralement, quand une personne comme moi part en Éthiopie, on nous appelle African. Hey, African, come. C'est ça. Intéressant. Eh ben, écoutez, au Mali, Burkina Faso et Niger, on a dit qu'ils bénéficieront d'une période de grâce de 6 mois après leur sortie prévue du principal groupe économique d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Vous savez que le Mali, Burkina Faso et Niger ont annoncé leur départ de la CEDEAO. Normalement, était établi depuis le mois de janvier 2024. Maintenant, ils ont eu une réunion où il fallait décider sur leur sort. Évidemment, après avoir discuté, finalement, ils disent non, on va vous donner encore 6 mois pour réfléchir si vous voulez rester ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est passé. Leur décision est irréversible, comme ils ont dit, et c'est une bonne chose. Vous voyez, ils ont été abusés parce qu'ils se sont tenus debout pour leur souveraineté, pour leur propre destin. Ouais. Mais ces gens-là, ces marionnettes-là, ont voulu basculer leur plan, et quand tu es déjà parti, c'est fini. Tout à fait. On dit le sommet qu'ils ont organisé de la CEDEAO avait pour objectif d'essayer de considérer encore une occasion d'aborder le retrait de ces pays pour essayer un peu de les convaincre peut-être à revenir. Et malheureusement, ça n'a pas réussi. Est-ce que vous pensez que voilà, une personne qui se sent trahie par ses frères ou par une personne autrefois proche lui accorderait encore une opportunité? Non, moi, je pense que si en Afrique, on pourrait avoir 10 leaders comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tchani, l'Afrique serait libérée. Moi, je te dis. Parce que ce sont des gens qui montrent, qui sont forts. Et je pense que leurs postures peuvent motiver d'autres dirigeants. Vous pensez qu'il serait dangereux pour eux de se retrouver encore dans la CEDEAO? Non, jamais. Ils sont au point de non-retour. Ce serait dangereux, évidemment, parce que dans ce cas, ils devraient peut-être avoir empoisonné ou liquidé. Ils ne peuvent plus revenir. Mais comme ce sont des panafricanistes, moi, j'applaudis ce qu'ils ont fait. D'octroyer le free visa, les circulations libres à tous ces autres. Imaginez-vous. Visa libre entre eux, circulation libre. Quelqu'un de la Côte d'Ivoire. Ouais. Tu t'es installé au Niger pendant 5 à 6 ans. Mais on te pose, après chaque 3 mois, il faut aller renouveler ton visa. Tu vois que c'est... Donc, malgré le fait que les pays de la CEDEAO ont dit qu'il fallait des visas pour ceux qui vivent au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Voilà. Et par contre, on dit que la population de la CEDEAO peut venir au Mali, Burkina Faso, au Niger, sans difficulté, sans besoin d'avoir un visa ou quoi que ce soit. C'est très intéressant de le remarquer. Parce que les peuples de la communauté CEDEAO sont des victimes. S'il y a des bisbilles, il y a des problèmes entre les leaders. Pourquoi punir la population simple qui n'ont rien à voir avec ça? Tout à fait. Et évidemment, il faut le dire. Et c'est que les Blancs font souvent. Il y a un président dont vous ne voulez pas de lui, vous le sanctionnez, vous coupez les dons, les aides, mais vous sanctionnez toute une population de 100 millions d'habitants à cause d'une seule individu. Tout à fait. Comme le président de l'Ouganda. Oui. Après avoir rejeté les histoires des papa, il a dit, je ne veux pas des papa chez moi. On a supprimé l'aide qu'il recevait pour les gens atteints du VIH. Une centaine de millions de dollars qu'on donnait aux gens vivant avec le VIH a été coupé. On se pose la question de savoir, est-ce que ce sont ces personnes qui votent les lois du pays? Sont-ils ceux qui votent les lois du pays? Non, pas du tout. C'est pas eux. Il fallait cibler le président lui-même. Moi, je pense que chaque chose... Ça démontre seulement que ces aides ne sont pas des aides vraies. C'est une façon de manipuler les gens. On te dit que chaque chose qu'on te donne gratuitement a un agenda caché quelque part. Il faut mépriser. Quand tu donnes quelque chose gratuitement, c'est qu'il y a une obligation dissimulée dont tu ne connais pas. Et c'est ça, quand tu refuses. Soit des papa. Tout à fait. On te coupe l'aide. C'est-à-dire, c'est pas qu'on donne ça gratuitement. On donne ça avec intention. Et vous devez obtempérer à ce que nous vous disons. Et une fois vous tournez Kazakh, c'est fini. D'où il faut mépriser le lunch gratuit. Oui, il faut mépriser le lunch gratuit.